'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu retour d'expérience, conseils, échanges, notamment pour les gens qui débutent, ça va être plutôt le cas aujourd'hui, ça va s'intéresser un petit peu plus à eux. On est en début d'année, donc l'idée c'est d'essayer de se booster avec quelques idées, quelques éléments, quelques trames à suivre tout au long de l'année, essayer de casser quelques murs que parfois on se pose un petit peu nous-mêmes. Alors parmi les murs qu'il y a et qui sont importants, et moi je suis un peu le premier à me le mettre, celui-ci, c'est ne pas avoir peur, et notamment vis-à-vis de deux aspects. Le premier aspect, c'est ne pas avoir peur de tout casser. Alors là on parle de mise en production par exemple, ce genre de choses, ou en pré-production, etc. Donc on a tous vécu ça, ou en tout cas vous allez peut-être vivre ça si vous êtes plus débutant, quoi, plus novice, mais en tout cas c'est un élément qui est assez important. Le deuxième élément, ça va être la peur de demander, ne pas avoir peur de demander. C'est quelque chose qui est aussi primordial, essentiel pour rentrer dans un cursus vraiment de se former et d'essayer d'être au quotidien proactif par rapport à une équipe et être dedans et trouver ses marques tout en trouvant un équilibre qui reste bon quand on débute dans cette équipe. Alors, premier élément, ne pas avoir peur de casser la production. Alors là, c'est quelque chose qui est important. Alors, la production ou autre chose. Dans les deux cas de figure, de toute façon, comme on dit, la peur n'évite pas le danger, et c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez vous imposer, vous allez vous mettre un stress sur quelque chose. C'est valable pour des examens, c'est valable pour plein d'autres choses. C'est pas parce que vous mettez un stress pour cet élément-là que vous allez mieux le réussir. Et bien au contraire, généralement, si jamais vous atteignez un degré trop important de stress, de pression que vous automettez, eh bien vous allez avoir tendance justement à vous planter. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut avoir en tête, qu'on a généralement du mal à appréhender au moment même de cet élément-là. Donc avant on est capable d'y penser, après on est capable d'y penser, mais sur le moment on a souvent bien du mal à y penser. Donc peut-être si vous avez des procédures ou des choses que vous allez réaliser, déjà intégrez-vous vous-même au moment où vous allez faire cette petite relecture pour vous préparer à cette mise en production par exemple. Et bien pour vous y préparer, dites-vous bien, voilà, rappelez-vous bien cet élément-là. C'est pas parce que vous allez vous mettre une trouille au possible, ou que vous allez vous dire c'est une pression monstrueuse, etc., que vous allez mieux le faire, bien au contraire. Donc ça c'est un premier élément. Je dirais que ça fait même partie presque d'un process à s'intégrer pour pouvoir un petit peu mieux le faire. En tout cas personnellement c'est quelque chose qu'au fur et à mesure des années j'ai essayé de travailler, et je le travaille encore parce que voilà, par moments ça peut être un petit peu pesant, on va dire, et voilà. Donc l'autre élément, donc aussi, et d'autres éléments à prendre en compte pour se rassurer, pour se mettre dans de meilleures conditions, c'est l'environnement sur lequel on travaille. Est-ce qu'on est en production, en pré-production? Donc bien toujours vérifier les choses, ne pas les revérifier 10 coups, il faut quand même avoir confiance en soi, faut pas non plus tomber dans l'espèce de toc qui serait de revérifier, revérifier, etc. Mais ça c'est toujours important, en tout cas l'erreur à ne pas commettre, notamment si vous avez des noms de machines qui peuvent être identiques en production, en pré-production, etc. C'est toujours bon quand même de bien veiller à faire attention. Alors il y a des garde-fous par rapport à ça, des prompts, des modés, des éléments que vous allez pouvoir vérifier directement avec la ligne de commande, peut-être s'habituer, avoir une en-tête, avoir quelque chose qui va vous aider, un bash RC qui va vous aider peut-être potentiellement également. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est important. Parmi les éléments aussi à vérifier, c'est toujours, on va dire, il y a une commande qui peut être désastreuse, bien sûr, le RM-RF, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, on va dire, à peu près, mais on le regrette le jour où on fait l'erreur, c'est-à-dire surtout le petit f notamment, et pas seulement le petit r également, quand on est sur des liens symboliques qu'on pense être quelque part mais qu'on n'y est pas forcément. Donc toujours PWD par exemple, ls-la pour vérifier également s'il y a des liens symboliques, ne pas tomber dans des pièges si on se redéplace derrière, etc. Ça c'est des éléments qui sont importants. C'est l'erreur du débutant, je dirais. Moi je l'ai fait une fois dramatique dans ma vie, on va dire. Heureusement
quand on a pu sauver les meubles, on va dire, et avec des backups, etc. Il n'y a pas eu de souci particulier, si ce n'est un downtime un petit peu important, mais ça a été marquant pour moi, et je sais très bien que voilà, tant qu'on n'a pas vécu un petit peu ce truc-là, cette terreur, eh bien derrière, on va dire être assez assuré par rapport à ce qu'on fait, et parfois c'est cette assurance qui va faire que on va se tromper et on va se dire ah mince. Et c'est autre chose de faire -rm-rf sur un bout de code qu'on n'a pas guidé par exemple et qui date d'il y a quelques jours, que de faire ça sur un environnement de production, une database avec des data files par exemple. Moi c'était ce qui m'était arrivé, hein. Je pensais être quelque part, et avec le jeu des liens symboliques, je me suis retrouvé ailleurs, dans un endroit où il y avait les data files sur des bases de données Oracle. Et je vous raconte pas la catastrophe, j'en étais pas fier et j'en suis toujours pas très fier quand même. Mais voilà, ça m'a marqué, ça m'a surtout donné de l'expérience, hein. C'est quand même, ça reste de l'expérience, quoi qu'il arrive. Donc toujours, où suis-je? C'est vraiment une question un peu essentielle. Alors après, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a aussi quelque chose qui peut se passer, c'est soit quand on se met la pression, soit sinon, juste par habitude un petit peu, ou en tout cas par peut-être des fois même par fatigue, on peut manquer un petit peu de concentration, et au-delà de la concentration même, c'est de la lucidité. C'est-à-dire qu'on sait à peu près ce qu'on fait, on pense être concentré dessus, mais en fait non, notre esprit y est pas forcément. Comme on dit, on n'est pas à ce que l'on est en train de faire. C'est quelque chose qui revient souvent, on peut en parler, mais en matière de psychologie, être à ce que l'on est. Ça c'est quelque chose qui est important, et parfois même en dehors de faire une mise en production ou autre, ce qui peut être sympa, c'est quand vous faites, voilà, prenez un terminal et à un moment de la journée, dites-vous tiens, est-ce que je suis réellement en train de avec un maximum de lucidité possible. Alors il faut savoir que c'est un exercice, hein, ça se travaille, la concentration se travaille, la lucidité se travaille, et la concentration notamment, ça va être aussi l'environnement global, c'est-à-dire que si on a, je sais pas, X réseaux sociaux qui sont ouverts à côté, un téléphone, etc., tout ça, c'est des perturbateurs, et ça joue sur la concentration. Et la concentration, c'est un exercice. Alors après, on a des facultés plus ou moins chacun importantes pour se concentrer, mais ça reste un exercice, donc ça se pratique. C'est quelque chose qui est important, et autant quelqu'un qui a une concentration relativement moyenne, dans la norme, ne va pas se rendre compte de l'intérêt de cette concentration, en tout cas très peu, mais quelqu'un qui n'a absolument pas du tout de concentration, c'est-à-dire quelqu'un qui a c'est une maladie, hein, ou c'est un problème que peuvent avoir certaines personnes, on le retrouve chez les enfants notamment, je suis pas trop mal placé pour en parler, et derrière, ce manque de concentration, c'est quelque chose qui peut être dramatique à vivre au quotidien, et les gens peuvent avoir des capacités énormes, un QI énorme, etc., et pour autant, si ils n'ont pas juste la concentration, eh bien ça va leur faire perdre beaucoup de leur qualité, voire ça fait l'inverse, et ça peut arriver chez certains, donc ça c'est quelque chose d'important, hein. La concentration, si on devait imager par rapport à l'informatique, c'est par exemple, voilà, vous pouvez avoir le meilleur CPU du monde, ou en tout cas le plus gros CPU, etc., de la planète, vous pouvez avoir des disques en quantité astronomique, mais si vous n'avez pas la RAM, et la RAM, on pourrait imaginer que c'est la concentration, c'est-à-dire c'est l'espace de travail intermédiaire qui va permettre de faire du travail séquentiel, qu'on va dire, mais rapide, et qui va être l'espace de mémoire finalement, de stockage du CPU. Eh bien, si vous n'avez pas ça, votre CPU, il peut faire X aller-retour. S'il va chercher sur disque en permanence, vous allez être très très lent malgré tout, malgré que vous ayez un super CPU de folie, etc. Voilà, vous resterez très très lent, en process de calcul vous serez très très lent, vous aurez du mal à solliciter la mémoire, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important. La société actuelle fait que la concentration, on la perçoit autrement, on la travaille autrement. Certains outils comme les réseaux sociaux, etc. peuvent entraîner des perturbations. Il faut s'habituer d'une part à savoir les gérer, et d'autre part à savoir les mettre de côté, ou à s'organiser en matière de travail par rapport à ça. Allez, on continue. C'est quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur de parler de cet élément-là. Aussi, quand on intervient donc en production, et ne pas avoir peur, c'est déjà de se dire, est-ce que j'ai un backup ?
Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On n'en a pas toujours suivant le type d'applicatif où on est, où est-ce qu'on se situe, etc. Est-ce que également j'ai une procédure de rollback, c'est-à-dire ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe pour faire machine arrière, quel est le type, est-ce que c'est un simple revert avec une resynchronisation, est-ce que c'est une machine à reconstruire intégralement, est-ce que c'est un snapshot LVM que j'ai juste à restaurer et du coup ça se passe rapidement. Donc ça c'est important à l'imaginer, c'est pas parce que vous en avez pas que c'est dramatique complètement, mais en tout cas vous n'allez pas prêter la même attention aux choses. Ça veut pas dire non plus qu'il faut se mettre une pression dingue pour autant, mais il faut quand même prendre en compte ces éléments-là pour se dire, voilà, dans quel environnement je suis, dans quel contexte je suis, et quel est le niveau de risque. Voilà, la gestion du niveau de risque, sans essayer de se remettre cette pression qui va avec. Est-ce le meilleur moment de faire cette intervention finalement? Parce que si vous vous mettez à un état de stress pas possible, est-ce que c'est ce moment-là qui va être le plus opportun? Peut-être un moment où vous allez avoir beaucoup de monde autour de vous, peut-être un moment où chez vous, vous avez, je sais pas, des enfants ou autre chose qui va vous perturber. Donc peut-être à imaginer le faire autrement. Ça c'est tout à fait possible. On parle des mises en production généralement qui peuvent se faire la nuit. L'autre intérêt de pouvoir les faire la nuit, c'est pas simplement de pas gêner le service en lui-même, hein, mais même si on le gênait pas, le faire la nuit, ça peut rester intéressant pour être, on va dire, dans un moment de calme, en dehors d'une journée normale. Et de se dire, voilà, là je prends le temps, je vais avoir un moment qui va être uniquement consacré là-dessus, je vais pas avoir de Slack ou d'autres choses qui vont venir me perturber, et je vais le faire à ce moment-là avec une procédure qui va être un petit peu rodée. Donc ça c'était un petit peu pour ne pas avoir peur de tout casser, c'est quelque chose qui est important, il faut vraiment bien rentrer dedans. Alors ensuite, ne pas avoir peur de demander. Alors ça c'est une autre thématique, on va dire un petit peu, mais ça reste toujours valable, c'est-à-dire ne pas se mettre de barrière devant soi pour pouvoir continuer à avancer. Alors ne pas avoir peur de demander, ça veut pas dire ne pas chercher. Attention, je le dis tout de suite par rapport à tout ce que je vais dire après, ça veut pas dire ne pas chercher. Chercher, c'est quelque chose qui est important, on a chacun des mécanismes à mettre en place pour pouvoir apprendre à chercher, à évoluer. Internet évolue, on passe beaucoup de temps à chercher sur Internet, donc il faut adapter aussi son mode de recherche assez souvent. Il y a des outils très connus, bien sûr, mais ça n'empêche qu'il faut quand même chercher. Demander, ça reste quelque chose qui est important sur plein d'aspects. Il n'y a pas de questions bêtes, c'est ce qu'il faut se dire, il n'y a pas de questions bêtes. Trop souvent, moi j'ai vu des gens, des jeunes, ne pas oser poser de questions, et puis acquiescer en disant oui, et en fait la personne, quand on met un temps d'arrêt, on lui dit est-ce que tu vois de quoi je parle, et la personne fait non, et en fait il n'y a aucun problème à réexpliquer. C'est valable pour les deux personnes, c'est-à-dire c'est valable à la fois pour la personne qui demande, qui va prendre une information, mais aussi c'est valable pour la personne qui va expliquer. Faire l'exercice d'expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre, surtout quelque chose de technique et qui va demander un petit effort de vulgarisation et de faire attention aux mots employés, etc. C'est un exercice qui reste intéressant, y compris pour les personnes qui connaissent, parce que ça permet de rentrer, de mieux expliquer dans les thématiques. C'est quelque chose qui est assez, je trouve, assez intéressant. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais la chaîne par ailleurs. Tout le monde ne sait pas tout, hein, il faut quand même revenir là-dessus. Assez souvent, et moi le premier, très souvent je voyais en tout cas des gens autour de moi qui avaient un niveau que je considérais comme exceptionnel. Pour moi, les gens savaient tout autour de moi, et moi je savais strictement rien. Alors c'est un peu toujours le cas, mais il faut quand même relativiser de temps en temps. Il faut arrêter de s'auto-flageller, quoi, on va dire, et se dire ok, non, mais même si ça fait 20 ans que je bosse, je peux demander des choses à quelqu'un d'autre. Par ailleurs, ça va me permettre de changer parfois le regard sur les choses, et de se dire peut-être que la personne, quand elle va me l'expliquer, quelque chose que je l'avais peut-être mal compris d'une certaine manière, qui n'était pas forcément très clair, quelqu'un d'autre va me l'expliquer, et peut-être que ça va me remettre une couche de peinture un petit peu plus fraîche, et de revoir les choses un petit peu différemment. Par ailleurs, quand on est au sein d'une équipe, poser des questions entre guillemets bêtes, ça a aussi un autre intérêt, ça va avoir un intérêt de lisser le niveau, en tout cas de remonter la moyenne, on va dire, un petit peu basse de l'équipe, pour faire en sorte que tout le monde sache de quoi on parle quand on parle de certains sujets, même s'ils sont évidents. Voilà, on a tous à peu près le même niveau de connaissance après, en tout cas sur certains éléments, et ça permet petit à petit
de relever globalement le niveau et de faire en sorte que l'équipe progresse. Ça, c'est quelque chose qui est important. Au-delà de ça, ça permet aussi d'avoir une bonne entente, de travailler la bonne entente dans l'équipe. Hein. Admettre qu'on ne sait pas quelque chose, même si c'est évident vis-à-vis des autres, ça demande un effort. Mais derrière, si les autres font l'effort aussi de recevoir la question, ça crée généralement plutôt une bonne entente. Donc c'est plutôt favorable. Après, bien sûr, comme je vous disais, hein, faut pas abuser de ces choses-là. Il faut chercher quand même, mais ça reste quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Alors bien sûr aussi poser des questions même bêtes, ça permet de gagner du temps. Ça c'est assez souvent vrai. Attention, parfois aussi c'est peut-être source d'erreur. Hein. Les gens qui expliquent, j'ai déjà vu des gens expliquer des choses, mais qui pensaient avoir compris peut-être, mais qui étaient fausses finalement dans l'explication. On peut pas reprocher aux gens d'essayer de le faire, c'est déjà un effort d'expliquer les choses à quelqu'un qui ne connaît pas, mais voilà, ça permet des fois déjà de faire un premier pas sur une thématique, et puis ensuite de constituer un savoir un petit peu plus approfondi en allant après faire les pas suivants sur internet ou ailleurs. Ça c'est quelque chose qui est important. Et ces questions évidentes, derrière, c'est pareil, ça peut soulever des points de documentation. Alors c'est vrai que les questions ultra évidentes, on va éviter de faire de la documentation dessus, hein, on va pas mettre 1 + 1 = 2, mais derrière, ça peut vouloir dire également qu'il y a un manque de documentation sur certains éléments. Là où c'est le plus intéressant, c'est par exemple quand il y a une personne qui arrive dans une équipe ou qui débute dans une équipe, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se rendre compte des pas qui sont à faire pour pouvoir rentrer dans les thématiques portées par cette équipe. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se dire, ok, finalement, alors c'est pas qu'on est des champions, mais faire un pas pour rentrer dans l'équipe, ça demande quand même finalement plusieurs pas et pas juste un seul. Et la courbe d'apprentissage peut être un peu plus importante et derrière ça nécessite peut-être de la documentation, une partie d'intégration, du temps passé un petit peu en formation avec la personne, laisser à la personne des temps d'auto-formation au début pour pouvoir s'auto-former sur les sujets en question. Ça c'est quelque chose qui est très très important à avoir en tête. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui un petit ensemble de ces deux questions. Donc ne pas avoir peur, globalement de toute façon toujours ne pas avoir peur. La peur n'évite pas le danger et c'est un mur qu'on se met en face de soi. C'est pareil par rapport aux technologies, si vous voulez en apprendre, etc. Si vous tout de suite vous dites oh là là c'est un truc énorme, bien sûr que vous allez y aller pas du tout dans la même ambiance que si vous allez y aller en mode un petit peu funky. Il faut oser faire les choses dans la vie, sinon on le regrette toujours. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne. Vous êtes plus de 1000 membres à soutenir la chaîne financièrement. Vous êtes très très nombreux à être abonnés également. Cliquez sur la petite cloche, ça permet de soutenir les youtubeurs, notamment d'un point de vue référencement. Parlez-en autour de vous en entreprise. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao!